Le silence de mon grand appartement lyonnais est une chose à laquelle je suis habituée. C'est un silence doux, plein de souvenirs. Le parquet qui craque sous mes pas. Le tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le couloir. Ce sont les bruits de ma vie. Mais ce soir, le silence était différent. Il était lourd, tendu, presque hostile. Le bœuf bourguignon, le plat préféré de Thomas, mijotait doucement sur la cuisinière depuis des heures. Son parfum riche et réconfortant emplissait la cuisine. Mais il ne parvenait pas à réchauffer l'atmosphère glaciale du salon. J'attendais mon fils. Il devait arriver à 20h. Il était 20h30. La sonnette retentit enfin, me faisant sursauter. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je suis allée ouvrir. Un sourire déjà sur les lèvres. Mais mon sourire s'est figé. Ce n'était pas Thomas. C'était Chloé. Seule. Elle était magnifique. Comme toujours. Vêtue d'un manteau de créateur qui devait coûter plus cher que mes meubles. Elle me regardait avec une expression de pitié parfaitement maîtrisée. Elisabeth. Je suis terriblement désolée, a-t-elle dit de sa voix musicale. Thomas est retenu par une urgence au cabinet. Un client très important. Il ne pouvait vraiment pas se libérer. Il est dévasté. Je sentais le poids de la déception m'envahir. Ce n'était pas la première fois. Depuis que Chloé était dans sa vie. Les urgences de dernière minute étaient devenues une habitude. Oh. Je comprends. Ai-je réussi à dire. Ce n'est pas grave. Mais c'était grave. Ce dîner était important pour moi. Chloé a dû le voir dans mes yeux. Elle a fait un pas en avant et m'a tendu un paquet rectangulaire, emballé dans un papier luxueux. Il m'a demandé de passer vous voir, pour ne pas vous laisser seul. Et j'ai quelque chose pour vous. Pour me faire pardonner. J'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, dans une boîte design, se trouvait une enceinte connectée. Un cylindre gris. Froid et impersonnel. J'ai levé les yeux vers elle. Perplexe. C'est la dernière technologie. A-t-elle expliqué avec un enthousiasme un peu trop vif. Tu peux lui demander la météo. Écouter de la musique. Les actualités. Je me suis dit que ça vous tiendrait compagnie. Pour que vous vous sentiez moins seul. Pour vous connecter au monde. Un frisson désagréable a parcouru mon échine. Les mots étaient doux. Mais le sous-entendu était glacial. Dans son monde à elle. J'étais une vieille femme isolée. Déconnectée. Qui avait besoin d'une machine pour lui parler. Elle ne voyait pas la richesse de mon silence. La compagnie de mes livres et de mes souvenirs. Elle ne voyait qu'un vide à combler avec de la technologie. J'ai forcé un sourire. C'est très gentil. Chloé. Merci. Mais pour comprendre le silence glacial qui s'est installé ce soir-là, il faut remonter le temps. 1 an plus tôt, quand le nom de Chloé Lambert a été prononcé pour la première fois dans ce salon. Thomas m'avait parlé d'elle avec des étoiles dans les yeux. Mon fils. D'habitude si réservé, si mesuré dans ses émotions, était transformé. Il parlait d'une femme brillante, ambitieuse, directrice de la communication pour une grande marque de luxe. Une femme qui le poussait à être meilleure. J'étais heureuse pour lui. Vraiment. Après la mort de son père, il s'était renfermé dans son travail. Le voir si passionné me remplissait de joie. Je voulais aimer cette femme qui rendait mon fils si heureux. Notre première rencontre a eu lieu dans un petit bouchon lyonnais, près de la place des Terreaux. Quand je l'ai vue, j'ai compris l'engouement de Thomas. Chloé était comme un diamant parfaitement taillé. Belle.
avec un sourire éclatant et des yeux vifs qui semblaient tout analyser. Elle était polie. Charmante. Elle m'a posé des questions sur ma carrière de professeur d'histoire de l'art. Sur mon défunt mari. Sur l'histoire de notre famille. Elle écoutait attentivement. Hochait la tête au bon moment. Elle était un miroir parfait. Reflétant exactement ce que je voulais voir, une jeune femme intelligente et respectueuse. Elle jouait une partition sans la moindre fausse note. Les premiers mois furent ce que j'appellerais sa lune de miel avec moi. Elle m'appelait régulièrement. M'envoyait des fleurs. M'invitait à déjeuner. Elle semblait sincèrement intéressée par ma vie. Par mes passions. Elle m'empruntait des livres sur la Renaissance italienne. Me demandait mon avis sur la décoration de leur nouvel appartement dans le quartier moderne de Confluence. J'ai baissé ma garde. J'ai commencé à la considérer comme la fille que je n'avais jamais eue. Je racontais à mon amie Martine à quel point Thomas avait eu de la chance. Martine. Elle. Restait prudente. Elle est trop parfaite. Élisabeth. Personne n'est aussi parfait. Je balayais ses doutes d'un revers de la main. J'accusais mon ami d'être cynique. Je voulais y croire. Puis, les fissures ont commencé à apparaître. Des fissures si fines, si discrètes, qu'au début, j'ai cru les avoir imaginées. Tout a commencé par nos traditions. Thomas et moi avions nos petits rituels, établis depuis son enfance. Le marché Saint-Antoine le dimanche matin. La visite mensuelle au musée des Beaux-Arts. Le dîner du jeudi soir. Juste nous deux. Lentement. Un par un. Ces rituels ont été remplacés. Le marché du dimanche est devenu un brunch networking organisé par Chloé. La visite au musée a été annulée à cause d'un week-end, surprise, à la campagne. Le dîner du jeudi soir était souvent reporté parce que Chloé avait obtenu des places pour une première de théâtre ou un vernissage, essentiel pour la carrière de Thomas. Chaque annulation était accompagnée d'excuses parfaites, d'arguments logiques. Comment pouvais-je reprocher à mon fils de vouloir construire son avenir? Comment pouvais-je m'opposer à des opportunités professionnelles si brillantes? Toute protestation de ma part aurait semblé égoïste, possessive. Chloé le savait. Elle avait créé une situation où je ne pouvais que me taire et accepter en souriant. Thomas, lui, ne semblait rien remarquer. Ou peut-être ne voulait-il rien voir. Il était sous le charme. Sa garde-robe a changé. Fini les pulls confortables et les chemises simples. Il ne portait plus que des costumes italiens bien coupés. Des montres de luxe. Son vocabulaire s'est enrichi de termes anglais. De jargon d'entreprise. Il parlait de « synergie », de « branding personnel », de « stratégie de croissance ». Il avait l'air plus confiant. C'est vrai. Mais il avait aussi l'air plus fatigué. Une tension nouvelle s'était installée dans ses épaules. Un jour, j'ai essayé d'en parler avec lui. Avec la plus grande douceur possible. Tu me manques? Thomas. Nos jeudis soirs me manquent. Il a eu l'air coupable. Mais Chloé, qui était à côté de lui, a immédiatement pris la parole. Oh. Élisabeth. Nous aussi vous nous manquez. C'est juste que cette période est cruciale pour Thomas. Il lance son propre cabinet d'architecte. Il doit se faire un nom. Je fais de mon mieux pour le soutenir. Tous ces événements, c'est pour lui. Pour son avenir. Elle avait transformé ma simple demande affective en une critique de ses efforts pour aider mon fils. Thomas m'a regardé. Un peu gêné. Maman. Chloé a raison. C'est temporaire. Une fois que le cabinet sera lancé, on aura plus de temps. Je te le promets. Je n'ai plus insisté.
J'avais compris que je ne parlais plus seulement à mon fils. Je parlais à une entité nouvelle. Le couple, Thomas et Chloé. Et la porte-parole de ce couple, c'était elle. La première vraie confrontation? Ou plutôt, la première fois que son masque a glissé, a été à cause de mon amie Martine. J'avais organisé un dîner avec elle, Thomas et Chloé. Martine, fidèle à elle-même, n'a pas mâché ses mots. Elle a un franc-parler qui peut parfois être brutal. Elle a posé à Chloé des questions directes sur son travail, sur sa famille. Des questions que Chloé a esquivées avec une grâce de danseuse étoile. Après le dîner, alors que j'étais seule avec Martine dans la cuisine, elle m'a dit: cette fille est une anguille. Elle glisse entre les doigts. Il n'y a rien de vrai, rien de solide chez elle. Fais attention. Elisabeth. Chloé, qui était censée être dans le salon, a dû tout entendre. Je ne l'ai pas su tout de suite. Mais le lendemain, Thomas m'a appelé. Sa voix était froide. Maman. Chloé était très blessée par la soirée d'hier. Elle a eu l'impression de subir un interrogatoire. Elle se sent jugée par tes amis. Ce n'est pas juste pour elle. Elle fait tellement d'efforts. Encore une fois, la situation était inversée. La victime n'était pas moi, qui perdait mon fils, ni Martine, qui s'inquiétait sincèrement. La victime, c'était Chloé. La pauvre Chloé, qui devait supporter la méfiance de mon entourage, démodé. J'ai essayé de défendre Martine, d'expliquer son caractère direct. Peine perdue. Une distance s'est installée entre moi et mon fils. Une distance soigneusement entretenue par les murmures de Chloé à son oreille. J'ai même fini par me disputer avec Martine, lui demandant d'être plus diplomate à l'avenir. Je me sentais terriblement seule. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais pas gagner cette guerre en attaquant de front. La véritable prise de conscience, le moment où j'ai su que je faisais face à quelque chose de bien plus sombre qu'une simple petite amie possessive, est arrivé quelques semaines plus tard. C'était pour mon anniversaire. Je ne voulais rien de spécial. Juste un déjeuner avec Thomas. Il m'a promis qu'ils viendraient tous les deux. Le jour J. Ils sont arrivés avec un cadeau. J'ai ouvert la boîte et j'y ai découvert une paire de boucles d'oreilles en perles. Magnifique. C'étaient les boucles d'oreilles de ma mère. Un bijou de famille que je chérissais plus que tout. Mon mari me les avait offertes pour nos 10 ans de mariage. Je les avais montrées à Thomas il y a des années, en lui disant qu'un jour, je les offrirais à la femme qu'il aimerait. Les voir dans cette boîte, offerte par Chloé, a été un choc. Thomas m'a montré où elles étaient, a dit Chloé avec un grand sourire. Je me suis dit que ce serait le cadeau parfait de notre part. Pour vous montrer à quel point vous comptez pour nous. Devant Thomas, je ne pouvais que la remercier. Les larmes aux yeux. C'était un geste d'une perversité incroyable. Elle s'était approprié mon histoire, mon héritage, pour en faire son propre cadeau. Elle m'avait volé le plaisir d'offrir moi-même ce bijou. Mais pour Thomas, c'était la preuve ultime de la générosité et de l'amour de Chloé. Il la regardait avec une admiration sans borne. Ce jour-là, j'ai compris. Chloé ne voulait pas seulement faire partie de notre famille. Elle voulait la réécrire. La posséder. Et dans sa version de l'histoire, mon rôle devenait de plus en plus petit. De plus en plus insignifiant. J'étais la gardienne d'un passé qu'elle comptait bien effacer. Après l'épisode des boucles d'oreilles, j'ai changé. En surface. Rien n'était différent. Je continuais à sourire.
à être la belle-mère aimante et compréhensive. Mais à l'intérieur, une sorte de vigilance froide s'était installée. J'avais cessé de voir Chloé comme la petite amie de mon fils. Je la voyais comme une adversaire. Une adversaire redoutable, car elle jouait une partie dont Thomas ignorait les règles, et dont il était l'enjeu principal. Mon erreur, celle qui a déclenché l'escalade, a été de croire que je pouvais encore la prendre en défaut par la parole, par la logique. L'occasion s'est présentée un samedi après-midi. Thomas était en déplacement professionnel pour le week-end. Une première depuis des mois. Chloé m'avait appelé pour me dire qu'elle se sentait seule et m'avait invité à la rejoindre pour une promenade au parc de la Tête d'Or. J'avais accepté. Curieuse. C'était la première fois que nous allions passer du temps seuls, sans le tampon de la présence de Thomas. Le temps était magnifique. Le soleil d'automne filtrait à travers les feuilles dorées des arbres. Nous marchions en silence pendant un moment. Puis elle s'est tournée vers moi avec un air grave. Elisabeth, je suis heureuse que nous ayons ce moment. Je voudrais vous parler de quelque chose. Je sens une certaine distance entre nous. Et ça me peine énormément. J'ai l'impression que vous ne m'appréciez pas. Sa performance était digne d'une actrice oscarisée. Ses yeux brillaient d'une tristesse feinte. Sa lèvre inférieure tremblait légèrement. C'était une provocation. Elle voulait me pousser à la faute. Me faire dire quelque chose que je regretterais. Et, naïvement, j'ai mordu à l'hameçon. J'ai décidé d'être honnête, mais douce. Chloé. Ce n'est pas que je ne vous apprécie pas. C'est juste que je m'inquiète pour Thomas. Il a tellement changé. Il ne voit plus ses amis. Il est toujours fatigué. Et parfois, j'ai l'impression qu'il n'est plus libre de ses choix. Son visage s'est durci, mais seulement pendant une fraction de seconde. Puis elle a repris son masque de victime blessée. Libre. Mais je ne fais que le soutenir. Son cabinet est sa priorité absolue. Julien, son soi-disant meilleur ami, ne faisait que le tirer vers le bas. Avec ses soirées étudiantes interminables. Thomas a 35 ans. Il est temps pour lui de grandir. Je l'aide à devenir l'homme qu'il a toujours voulu être. Je suis désolée si cela vous déplaît. Ce n'est pas ça qui me déplaît? Ai-je insisté? Sentant que je perdais le contrôle de la conversation. C'est la manière. C'est comme si tout devait passer par vous. Comme les boucles d'oreilles de ma mère. C'était à moi de les offrir. C'était un moment entre une mère et sa future belle-fille. Vous vous l'êtes approprié. Je l'avais touché. Je l'ai vu dans son regard. Mais sa parade a été instantanée. Mais Elisabeth, je pensais bien faire. Je voulais vous montrer que je me sentais déjà comme votre fille. Je voulais créer un lien fort entre nous. Je suis tellement maladroite. Pardonnez-moi. Je ne viens pas d'un milieu comme le vôtre. Chez moi, on est plus direct, moins subtil. J'essaie de m'adapter. Mais c'est difficile. J'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez bien pour vous. Elle avait retourné la situation avec une habileté diabolique. D'un coup, j'étais devenue la bourgeoise snob qui méprisait ses origines modestes. J'étais celle qui ne comprenait pas ses efforts maladroits. Elle avait gagné. J'étais à court d'arguments. Je me suis sentie épuisée. Et stupide. Le soir même, Thomas m'a appelé de son hôtel. Sa voix était tendue. Maman. J'ai eu Chloé au téléphone. Elle était en larmes. Tu l'as vraiment blessée cet après-midi. Elle m'a tout raconté. Comment peux-tu lui reprocher ses origines? C'est cruel.
Elle essaie juste de s'intégrer. J'étais sidérée. Mais Thomas. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Elle a déformé mes propos. C'est ce qu'elle a compris. Et sincèrement, ces derniers temps, je trouve que tu es très dur avec elle. Tu la critiques sans cesse. Tu dois comprendre que Chloé est ma vie. Maintenant, tu vas devoir l'accepter. C'était la première fois qu'il utilisait ce ton avec moi. Le ton d'un homme qui défend sa femme contre sa mère. Mais ce n'était pas sa voix. C'étaient les mots de Chloé. Sortant de sa bouche. Elle avait réussi. Elle avait creusé un fossé entre nous. Après cet appel, j'ai pleuré. Pas seulement de tristesse, mais de rage. La rage de mon impuissance. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je n'y ai pas vu une femme méchante ou jalouse. J'y ai vu une femme qui était en train de perdre la bataille la plus importante de sa vie. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Fini les confrontations directes. Fini les tentatives de dialogue honnête. Si elle voulait jouer à un jeu de masque et de manipulation, alors j'allais apprendre les règles. Je ne me battrais plus contre elle. Je me battrais comme elle. Avec patience, avec observation, et avec une stratégie. J'ai commencé par faire la paix. J'ai appelé Chloé le lendemain pour m'excuser. J'ai joué le rôle qu'elle attendait de moi, celui de la vieille femme un peu dépassée, qui avait peur du changement et qui avait parlé sous le coup de l'émotion. Je lui ai dit qu'elle avait raison, que je devais faire plus d'efforts pour l'accepter. Sa victoire l'a rendue moins méfiante. Elle a cru m'avoir maté. Elle a baissé sa garde, pensant que j'avais abdiqué. C'est exactement ce que je voulais. Mon offensive était terminée. Ma guerre silencieuse commençait. J'ai d'abord renoué avec Martine. Je suis allée à sa galerie. Un bouquet de pivoine à la main. Et je lui ai tout raconté. La conversation avec Chloé. L'appel de Thomas. Ma décision. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a simplement posé sa main sur la mienne. Bienvenue dans la résistance, a-t-elle dit avec un petit sourire. Il était temps. Alors, quel est le plan? Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. Pas encore. Pour l'instant, j'observe. Je collecte. J'écoute. Elle est arrogante. Elle est trop sûre d'elle. Elle finira par faire des erreurs. Et je serai là pour les noter. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté toutes leurs invitations. Je suis allée à leur dîner avec leurs nouveaux amis. Des gens brillants et superficiels qui parlaient d'investissement et de start-ups. Je souriais. Je posais des questions anodines. Je me faisais aussi discrète qu'un meuble dans un coin de la pièce. Mais mes oreilles et mes yeux enregistraient tout. Je notais les contradictions dans les histoires que Chloé racontait sur son passé. Un jour, elle disait que son père était un petit entrepreneur. La fois d'après, il était ouvrier qualifié. Je notais les noms qu'elle laissait échapper. Les entreprises pour lesquelles elle avait prétendument travaillé. J'ai commencé à utiliser mon propre réseau, mais de manière détournée. Mon réseau n'était pas fait de PDG ou de politiciens. Il était fait de gens normaux, mais fiables, connectés par des décennies d'amitié et de confiance. J'ai demandé à la nièce de ma voisine, qui travaillait dans les ressources humaines à Paris, de se renseigner discrètement sur le parcours professionnel de Chloé. J'ai activé mes contacts au sein du club de lecture que je fréquentais. Un groupe de femmes aux carrières variées et aux maris bien placés. Je ne demandais jamais d'informations directes sur Chloé. Je lançais des conversations sur des sujets plus larges, le marché du luxe, les agences de communication, la vie à Marseille,
Sa ville d'origine. Je tissais ma toile. Fil par fil. Patiemment. Chloé, de son côté, continuait son travail de sape. Elle avait maintenant une nouvelle cible, l'héritage de Thomas. Pas seulement l'argent, mais l'héritage physique, émotionnel. Notre appartement familial, situé sur les pentes de la Croix-Rousse, était le prochain sur sa liste. C'était un appartement magnifique, plein de lumière, avec des moulures au plafond et une vue imprenable sur la ville. C'était la maison où Thomas avait grandi, où chaque objet avait une histoire. Pour Chloé, ce n'était qu'un tas de vieilleries poussiéreuses. Un dimanche, alors qu'ils étaient venus déjeuner, elle a lancé l'offensive. Vous savez, Elisabeth, nous pensions à l'avenir. Et cet appartement, aussi charmant soit-il, n'est plus adapté. Il est vieux. L'agencement n'est pas fonctionnel. Thomas, mal à l'aise, a ajouté, ce que Chloé veut dire, c'est qu'on aimerait un endroit plus moderne. Peut-être avec un jardin pour les enfants? Plus tard. Mon cœur s'est serré. Elle mettait déjà les mots dans sa bouche. Même pour justifier la vente de sa propre maison d'enfance. Nous avons vu un programme neuf exceptionnel près de Paris. A continué Chloé. Les yeux brillants d'excitation. Une villa d'architecte. Ce serait un investissement formidable. Pour cela, Thomas devrait utiliser une partie de l'argent que son père lui a laissé. C'est une opportunité unique. Je les ai regardés. Mon fils, autrefois si attaché à cette maison, écoutait Chloé comme un oracle, prêt à abandonner son passé pour un futur hypothétique dessiné par elle. J'ai senti le danger. Ce n'était plus seulement une question de contrôle émotionnel. C'était une question financière. Elle voulait mettre la main sur le patrimoine de notre famille, le fruit du travail de toute une vie de mon mari. Je n'ai rien dit. J'ai souri. J'ai hoché la tête. C'est une grande décision? Ai-je dit d'une voix calme. Vous devez bien y réfléchir. Mais en les voyant repartir, main dans la main, je savais qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. La toile que je tissais devait se resserrer plus vite que je ne l'avais prévu. La manipulatrice avait abattu ses cartes. C'était à la reine du réseau de jouer. Le début de ma contre-offensive fut silencieux, presque invisible. Il a commencé par un simple carnet à la couverture de cuir sombre. Celui que mon mari, Jean, utilisait pour noter ses pensées. Je l'ai vidé de ses vieilles pages et l'ai posé sur mon bureau. Ce carnet est devenu mon quartier général secret. Le dépositaire de chaque observation, de chaque doute, de chaque minuscule mensonge de Chloé. La première page portait une seule inscription, Projet Villa Paris. C'était l'objectif à neutraliser. J'ai fait la paix avec Martine, comme je me l'étais promis. Elle ne m'a pas dit, je te l'avais bien dit. Elle m'a simplement prise dans ses bras et a dit, l'équipe est reformée. Alors, par où commence-t-on? Son soutien inconditionnel était une bouffée d'air frais dans l'atmosphère étouffante que Chloé avait créée. Nous avons établi une règle simple, ne jamais parler de Chloé au téléphone. On ne sait jamais qui peut écouter. Nos discussions stratégiques se faisaient désormais lors de nos promenades dans le jardin des Chartreux ou dans l'arrière-salle de sa galerie d'art. Mon premier geste a été d'accepter la modernité qu'on voulait m'imposer. J'ai sorti l'enceinte connectée de sa boîte et je l'ai installée dans le salon. Lors de son dîner suivant chez moi, Chloé l'a remarqué avec un sourire triomphant. Oh! Vous l'utilisez. J'en suis ravie. Alors? Vous aimez? C'est très pratique. Ai-je répondu avec un naturel que j'espérais convaincant. Je lui demande les recettes de cuisine.
C'est bien plus simple que mes vieux livres. Merci encore, ma chère Chloé. C'est une excellente idée. Je la voyais se détendre. Dans son esprit, j'étais la vieille femme qui capitulait, qui adoptait docilement les outils de son monde. Elle ne pouvait pas deviner que cet objet, son cadeau empoisonné, était devenu mon allié. Chaque soir, je lui demandais de me lire les actualités économiques, les articles sur l'immobilier de luxe en Île-de-France, les analyses sur les startups de la communication. J'apprenais son langage. Je me familiarisais avec son terrain de jeu. Le premier véritable indice m'est venu par hasard, grâce à mon réseau. C'était lors de notre réunion mensuelle du club de lecture. Nous discutions d'un roman de Delphine de Vigan. Hélène, une avocate à la retraite dont le mari était un ponte de l'urbanisme, parlait des descriptions de Paris dans le livre. J'ai saisi l'occasion. En parlant de Paris, ai-je dit d'un air détaché, mon fils et sa compagne envisagent d'acheter une villa d'architecte dans un nouveau programme. Près de la ville. Chloé, sa compagne, dit que c'est une opportunité en or. Hélène a froncé les sourcils. Un nouveau programme? Lequel? Le marché est très tendu en ce moment. Il y a quelques projets, mais certains sont risqués. Oh. Je ne sais plus le nom exact. Ai-je menti? C'est quelque part dans les Yvelines? Je crois. Très design? Très moderne. Plus tard, alors que nous prenions un café, Hélène est revenue vers moi. Elisabeth, votre histoire m'a intriguée. J'en ai parlé à mon mari au téléphone. Il me dit de conseiller à votre fils la plus grande prudence. Il y a un promoteur, un certain Valton, qui lance des projets très séduisants sur le papier, mais sa société est financièrement fragile. Plusieurs de ses chantiers ont pris un retard considérable. Que votre fils vérifie bien le nom du promoteur avant de signer quoi que ce soit. J'ai remercié Hélène chaleureusement. Le soir même, j'ai noté le nom, Valton, dans mon carnet. Un fil venait d'apparaître. Il était encore fin. Mais c'était un début. Quelques jours plus tard, Chloé a commis sa première erreur majeure. Elle a annoncé qu'elle devait partir pour un séminaire professionnel à Strasbourg pour le week-end. C'était particulièrement malheureux, car j'avais acheté des billets, 3 mois à l'avance, pour un concert de l'Orchestre national de Lyon. Un concert que Thomas attendait avec impatience. Je suis tellement désolée, a-t-elle dit à Thomas devant moi, le visage empreint de regret. C'est absolument obligatoire. C'est le grand raout annuel de notre secteur. Je ne peux vraiment pas y échapper. Elisabeth, vous irez avec Thomas, n'est-ce pas? Profitez bien de votre soirée tous les deux. C'était habile. Elle se donnait le beau rôle. Celui de la femme dévouée à sa carrière qui se sacrifiait et nous offrait généreusement une soirée mère-fils. Thomas était déçu, mais compréhensif. Moi, j'ai senti une alarme silencieuse se déclencher. Quelque chose ne collait pas. Le lendemain, j'ai appelé mon amie Colette. Colette était membre de mon club de lecture. Une femme charmante et un peu bavarde dont la fille, Manon, travaillait comme concierge dans un des plus grands hôtels de Strasbourg. Colette, ma chère, comment vas-tu? Dis-moi. J'ai une question un peu étrange. Connais-tu les grands événements professionnels qui se tiennent à Strasbourg ce week-end? Ma future belle-fille, Chloé, y va pour un séminaire très important dans la communication de luxe. Colette a ri. Elisabeth, si un tel événement avait lieu, ma fille Manon serait sur les dents depuis des semaines.
Les palaces seraient complets. Laisse-moi vérifier avec elle. Mais à ma connaissance, ce week-end est très calme. Il y a juste un congrès de dentistes. À moins que ta belle-fille ne veuille se faire blanchir les dents. 1 heure plus tard, Colette m'a rappelé. Confirmation de Manon. Aucun séminaire sur la communication ou le luxe. C'est le calme plat. Par contre, elle m'a dit une chose amusante. Les suites du spa de son hôtel sont toutes réservées. C'est un forfait très prisé des Parisiennes qui veulent s'échapper pour un week-end entre amis. Le mensonge était là. Clair. Indiscutable. Elle n'allait pas à un séminaire. Elle allait se détendre dans un spa de luxe avec ses amis. Pendant que Thomas croyait qu'elle travaillait d'arrache-pied pour leur avenir. J'ai remercié Colette et j'ai raccroché. Je n'ai ressenti aucune colère. Juste une sorte de confirmation froide. J'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit « Mensonge Strasbourg ». Motif, spa entre amis. Le soir du concert, Thomas est venu me chercher. Il avait l'air abattu. C'est dommage que Chloé ne soit pas là, a-t-il dit en voiture. Elle travaille tellement dur. Parfois, j'ai l'impression qu'elle porte tout le poids de nos ambitions sur ses épaules. J'ai posé ma main sur son bras. Elle est très courageuse. Mais ce soir, c'est notre soirée. Parlons d'autre chose. Parlons de musique. Je ne l'ai pas contredit. Je ne lui ai rien révélé. Ce n'était pas le moment. Une vérité révélée trop tôt, sans preuve solide pour l'étayer, se serait retournée contre moi. Chloé aurait trouvé une excuse plausible. Une annulation de dernière minute. Et c'est moi qui serais passé pour la folle paranoïaque qui espionnait sa belle-fille. Non. Cette information était une munition. Et les munitions, on les garde précieusement pour la bataille décisive. Pendant que je tissais ma toile d'information, Chloé avançait ses pions sur l'échiquier immobilier. Elle organisait des appels vidéo avec le promoteur. Elle montrait à Thomas des plans 3D de leur future maison, des simulations de décoration intérieure. Elle parlait de la cuisine ouverte, de la piscine à débordement, de la suite parentale. Elle vendait un rêve, et Thomas l'achetait sans discuter. Son attaque suivante a été plus personnelle, plus cruelle. C'était une tentative de détruire mon passé. Littéralement. Un jour, elle est arrivée avec une proposition en apparence généreuse. Elisabeth, j'ai remarqué toutes ces boîtes de vieilles photos et de diapositives dans votre bureau. C'est un trésor. Mais c'est si fragile. Le papier jaunit. Les couleurs passent. J'ai une amie qui a une start-up spécialisée dans la numérisation de souvenirs. On pourrait tout leur confier. Ils vont créer des albums numériques magnifiques, sécurisés sur le cloud. Comme ça, votre histoire sera préservée pour toujours. Et ça libérera de la place. L'idée était séduisante. J'avais des milliers de photos. Des photos de mon mariage, de la naissance de Thomas, de nos vacances en Bretagne, de gens souriant à la caméra. L'idée de les préserver, de pouvoir les partager facilement, était tentante. Malgré mes doutes, j'ai accepté. C'était un test. Je voulais voir jusqu'où elle était prête à aller. Pendant plusieurs semaines, Chloé a supervisé le projet avec un zèle impressionnant. Elle venait chercher les boîtes, les étiquetait, discutait avec les techniciens. Elle me montrait des aperçus sur sa tablette. Les vieilles photos prenaient une nouvelle vie sur l'écran. Je dois admettre que le résultat était magnifique. Puis, un soir, le téléphone a sonné. C'était Chloé. Sa voix était paniquée, au bord des larmes.
Elisabeth. Une catastrophe. Je ne sais pas comment vous le dire. Il y a eu un problème au laboratoire. Une surtension? Un bug informatique. Le disque dur principal où tout était stocké a grillé. Ils ont tout perdu. Et ils avaient déjà jeté les originaux? Comme c'était la procédure. Elisabeth. Tout est perdu. Je suis tellement désolée. Le silence au bout du fil était assourdissant. Des décennies de ma vie. De notre vie. Volatilisée. L'image de mon mari. Le premier sourire de mon fils. Les visages de mes parents disparus. Tout cela réduit à néant par un bug informatique. Je sentais un vide immense s'ouvrir en moi. Mais à travers le chagrin, une petite voix froide me murmurait, « Procédure ? Quelle entreprise professionnelle jetterait les originaux avant d'avoir fait plusieurs sauvegardes et d'avoir eu la confirmation du client ? C'était trop gros. Trop pratique. C'était un acte de guerre. Elle ne cherchait plus seulement à m'isoler. Elle cherchait à m'effacer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré au téléphone. Une étrange lucidité, froide et tranchante, avait pris le dessus sur le choc. Je pouvais presque visualiser la scène, Chloé. De l'autre côté de la ligne, tenant son téléphone. Le visage contracté par une fausse détresse, savourant l'impact de sa nouvelle. Elle s'attendait à un effondrement, à des accusations qui lui auraient permis, une fois de plus, de jouer les victimes d'une situation tragique dont elle était la première désolée. Je lui ai offert tout le contraire. Oh, Chloé. Ma pauvre. Ai-je soupiré? Ma voix tremblante juste ce qu'il fallait. Quelle horreur. Pour vous. Vous qui avez mis tant d'énergie dans ce projet. Vous ne devez pas vous en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent. La technologie. Vous savez. Ce n'est jamais fiable à 100%. Un silence surpris a accueilli ma réponse. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait anticipée. Mais, Elisabeth. Vos souvenirs. Les souvenirs les plus importants? Ma chère. Sont ici. Ai-je dit en tapotant ma tempe? Même si elle ne pouvait pas me voir. Dans ma tête et dans mon cœur. Le reste? Ce n'est que du papier. Ne vous inquiétez pas pour moi. Remettez-vous de vos émotions. Nous en reparlerons plus tard. J'ai raccroché. La main tremblante. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai laissé la douleur m'envahir. Je me suis assise dans le fauteuil de Jean, face à la bibliothèque vide où se trouvaient autrefois les albums photos. Le silence de l'appartement n'avait jamais été aussi pesant. Elle avait réussi. Elle avait détruit les preuves physiques de mon bonheur, de notre histoire. Elle avait fait de moi une reine sans royaume, une gardienne sans trésor. L'acte n'était pas seulement cruel. Il était symbolique. Elle me signifiait que mon passé n'avait plus de place dans le futur qu'elle construisait pour mon fils. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que je suis une femme prudente. Très prudente. Quelques jours avant de lui confier les boîtes, une intuition m'avait poussée à agir. J'avais passé un week-end entier, seule, avec un petit scanner que j'avais acheté. Méthodiquement, j'avais numérisé une sélection des photos les plus précieuses. Pas toutes. Bien sûr. C'était un travail titanesque. Mais j'avais sauvé l'essentiel, mon mariage, les premières années de Thomas, les derniers portraits de Jean. J'avais copié les fichiers sur 2 clés USB distinctes. L'une était cachée au fond de mon tiroir à lingerie. L'autre était chez Martine. Je n'ai rien dit à personne. Cette information était ma carte maîtresse. Le jour où je la jouerai, il faudrait que ce soit dévastateur.
La destruction des photos a eu l'effet escompté sur Thomas. Quand il a appris la nouvelle, il était effondré. Mais sa colère ne s'est pas tournée vers Chloé. Au contraire. Il l'a défendue avec une énergie farouche. Maman. Ce n'est la faute de personne. M'a-t-il répété au téléphone. Chloé est inconsolable. Elle s'en veut terriblement. Elle voulait juste bien faire. C'est elle qui a besoin de soutien en ce moment. Elle avait transformé son acte de vandalisme en une épreuve qui les avait rapprochés. Ils étaient un couple uni face à l'adversité. Une adversité qu'elle avait elle-même créée. C'était du génie. Dans son genre. Cette épreuve a accéléré leur projet immobilier. C'était comme si la destruction du passé rendait la construction du futur encore plus urgente. Le nom du promoteur, Valton, revenait de plus en plus souvent dans leurs conversations. Thomas ne jurait plus que par lui. C'est un visionnaire? Maman. Les plans sont incroyables. Et Chloé a négocié un prix exceptionnel. Mon carnet se remplissait. J'avais maintenant un nom. Une motivation. Et une série de mensonges documentés. Il me manquait la pièce maîtresse. Le lien qui connecterait tout. Il me fallait comprendre pourquoi Chloé tenait tant à ce projet Valton en particulier. Mon enquête a pris une nouvelle direction. Je devais comprendre le passé de Chloé. Pas seulement ses mensonges récents. J'ai contacté la nièce de ma voisine. La jeune femme des ressources humaines à Paris. Je lui ai demandé de vérifier une chose précise, le nom de la société pour laquelle Chloé travaillait juste avant son poste actuel. La réponse est arrivée une semaine plus tard. Dans un email laconique. La société s'appelait Horizon Consulting. Un nom banal. Mais en faisant une recherche rapide sur Internet, mon cœur a manqué un battement. Horizon Consulting était une petite agence de communication spécialisée dans l'immobilier de luxe. Et l'un de ses principaux clients, il y a 2 ans, était le groupe Valton. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Ce n'était pas un simple investissement. C'était personnel. Il me fallait un avis d'expert. Un avis impartial et discret. Je ne pouvais pas en parler à Thomas. Je ne pouvais pas engager un détective. Je me suis tournée vers la seule personne de confiance qui avait à la fois la compétence et la loyauté nécessaires, Monsieur Bernard. Gérard Bernard était le conseiller financier de mon mari depuis 30 ans. C'était un homme d'une autre époque. Toujours en costume 3 pièces. Avec des manières exquises et un esprit aussi affûté qu'un scalpel. Depuis la mort de Jean, il gérait mon portefeuille avec une prudence de père de famille. Je l'ai appelé et lui ai demandé un rendez-vous pour discuter de questions de succession. Nous nous sommes retrouvés dans son bureau feutré, qui sentait le cuir et le papier ancien. Je lui ai exposé la situation. Sans fioriture. Sans émotion. Je lui ai parlé du projet Valton. De l'insistance de Chloé. De la pression qu'elle mettait sur Thomas pour qu'il investisse l'héritage de son père. Je lui ai montré la brochure promotionnelle que j'avais subtilement subtilisée lors de ma dernière visite. Il a écouté attentivement. Ses doigts fins joints sous son menton. Il a feuilleté la brochure. Ses yeux balayant les chiffres et les promesses. Valton. A-t-il murmuré. Ce nom me dit quelque chose. Pas en bien. Laissez-moi cette brochure. Elisabeth. Je vais faire quelques recherches discrètes. Ne dites rien à Thomas. S'il doit y avoir un problème, il vaut mieux que nous en ayons la certitude absolue. Son calme et son professionnalisme m'ont rassuré. J'avais enfin un allié puissant. Un homme qui comprenait le langage des chiffres. Un langage que Chloé ne pouvait pas manipuler avec des larmes et des sourires. Pendant que M. Bernard menait son enquête, la pression de Chloé sur Thomas s'intensifiait. Elle avait trouvé un nouvel argument, la santé de Thomas.
Elle prétendait que le stress de son travail à Lyon, la pollution de la ville, nuisait à son bien-être. Tu as des cernes? Mon amour, lui disait-elle devant moi. Tu tousses tout le temps. L'air de la campagne, près de Paris, te ferait le plus grand bien. Je m'inquiète pour toi. Elle le maternelisait, le rendait faible, dépendant de ses soins. Elle lui créait des problèmes pour ensuite lui vendre la solution. Et la solution? C'était toujours la même, quitter Lyon. S'éloigner de moi. Et investir dans son projet. Le point de rupture? Ce que les Américains appellent le « midpoint » du récit. Est arrivé lors d'un événement anodin, le gala de charité annuel de la fondation que mon mari avait créé. C'était une soirée importante pour moi. Un hommage à la mémoire de Jean. Thomas et Chloé étaient bien sûr présents. Chloé était resplendissante dans une robe rouge, attirant tous les regards. Elle jouait parfaitement son rôle de future Madame Dubois. Serrant des mains, distribuant des sourires. J'observais la scène de loin, discutant avec de vieux amis de la famille. C'est alors que j'ai aperçu Maître Leclerc, l'avocat qui avait géré la succession de mon mari. C'était aussi un ami. Nous discutions du bon vieux temps quand son regard s'est posé sur Chloé. C'est donc elle, la jeune femme qui a ravi le cœur de Thomas? A-t-il demandé. C'est elle. Chloé Lambert. Il a froncé les sourcils. Un air de concentration sur le visage. Lambert. Ce nom me rappelle quelque chose. Laissez-moi réfléchir. Il a fermé les yeux un instant. Puis il les a rouverts. Une lueur de reconnaissance dans le regard. Mais oui. Chloé Lambert. J'ai traité un dossier la concernant il y a 2 ans. Elle était chez Horizon Consulting. Il y a eu une affaire très compliquée. Une histoire de projet. Détournée. Elle avait repris à son compte le travail d'un de ses collègues pour le présenter à un gros client. Ça a failli finir au tribunal. Je sentais mon cœur battre plus vite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Maître Leclerc a baissé la voix. Une transaction. Pour éviter le scandale, la société l'a licencié en lui versant une somme confortable. En échange de son silence et d'une clause de confidentialité absolue. Le collègue spolié, lui, a démissionné. Écœuré. Un jeune homme talentueux. Je me souviens. Il s'appelait Mathieu. Mathieu Roussel. Mathieu Roussel. J'ai gravé ce nom dans ma mémoire. C'était la pièce manquante. L'origine de sa fortune de départ. Le secret inavouable de sa carrière. Maître Leclerc a ajouté. Pensif, le plus ironique dans cette histoire, c'est que le client au centre de l'affaire, celui pour qui elle avait volé le projet, c'était le groupe Valton. Bingo. Le mot a explosé dans mon esprit comme un feu d'artifice. Tout était lié. Son passé, son présent, son projet futur. Ce n'était pas un investissement pour Thomas. C'était une revanche? Ou une continuation de ses manigances? Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon carnet. J'avais les mensonges. J'avais le mobile financier. J'avais le secret professionnel. J'avais tous les fils de la toile. Le téléphone de Thomas a sonné. C'était lui. Sa voix était pleine d'enthousiasme. Maman. Une nouvelle incroyable. On a eu une offre finale du promoteur. C'est maintenant ou jamais. On doit signer le mois prochain. La date butoir tombe pile le jour de l'anniversaire de mariage de papa et toi. C'est un signe? Non. Un nouveau départ? Un hommage à leur amour. Un signe? En effet.
Le destin. Ou Chloé. M'offrait la scène parfaite pour le dénouement. Une fête pour célébrer un amour basé sur l'honnêteté et la confiance serait le théâtre de la plus grande révélation. C'est merveilleux. Mon chéri. Ai-je dit. Ma voix parfaitement calme. Dans ce cas, il faut fêter ça. Je vais organiser une grande réception à la maison pour l'occasion. Pour célébrer votre avenir. Et notre passé. Le piège était prêt. Il ne me restait plus qu'à envoyer les invitations. La décision de transformer la célébration de mon 40e anniversaire de mariage en champ de bataille n'a pas été facile. Une partie de moi, la mère, voulait simplement prendre Thomas par les épaules, le secouer et lui crier toute la vérité. Mais je savais que cette approche serait désastreuse. Chloé avait passé plus d'1 an à construire une forteresse autour de son esprit. Une forteresse dont les murs étaient faits de doutes sur ma santé mentale, de culpabilité et de promesses d'un avenir radieux. Une attaque frontale ne ferait que le pousser à se réfugier plus profondément à l'intérieur. Non. La forteresse devait être démantelée de l'intérieur, pierre par pierre, jusqu'à ce que les murs s'effondrent d'eux-mêmes. Et chaque invité à ma soirée serait un artisan de cette démolition. La préparation de la liste des invités fut un exercice de stratégie pure. Ce n'était pas une liste de fêtes. C'était une liste de témoins. Chaque nom avait un rôle. Une fonction. Martine. Bien sûr. Elle serait mon roc. Mon soutien silencieux dans la salle. Son simple regard suffirait à me donner du courage. Julien Mercier. Le meilleur ami mis au ban. Sa présence rappellerait à Thomas une époque où ses amitiés étaient simples et sincères, avant qu'elles ne doivent passer le filtre de l'approbation de Chloé. Je l'ai appelé personnellement. Au début, il était hésitant. Elisabeth. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Thomas m'évite depuis des mois. Et je ne supporte pas sa fiancée. C'est justement pour ça que tu dois venir? Julien. Lui ai-je dit doucement. Ne viens pas pour moi. Ni pour te confronter à elle. Viens pour ton ami. Viens juste pour être là. Il a fini par accepter. Hélène. L'avocate à la retraite de mon club de lecture. Et son mari urbaniste. Ils étaient l'autorité morale sur le projet immobilier. Le contrepoint expert aux promesses en l'air de Valton. Maître Leclerc. L'avocat ami de la famille. Il n'aurait rien à dire? Sa simple présence dans la même pièce que Chloé créerait une tension palpable? Du moins pour elle. Colette. L'amie dont la fille travaillait au spa de Strasbourg. Elle était le témoin du mensonge le plus trivial, mais le plus facile à prouver. La première fissure dans l'armure. Monsieur Bernard. Le sage conseiller financier. Je l'avais rappelé après ma conversation avec Maître Leclerc. Les informations que je lui avais fournies avaient confirmé ses propres soupçons. Il avait découvert que le groupe Valton était au bord du dépôt de bilan. Le projet de villa n'était qu'une tentative désespérée de lever des fonds auprès d'investisseurs privés et naïfs avant que tout ne s'effondre. L'héritage de Thomas aurait été englouti sans espoir de retour. Monsieur Bernard a accepté de venir, promettant d'être la voix de la raison économique. Et puis, il y avait la pièce maîtresse. L'invité surprise. Mathieu Roussel. Le retrouver n'a pas été simple. Il avait quitté Lyon après sa démission. J'ai dû faire appel à des contacts plus éloignés. Un cousin qui travaillait dans une agence de recrutement spécialisée en architecture et design. Après plusieurs jours de recherche discrète, il l'a retrouvé. Mathieu travaillait désormais à son compte, à Annecy. Il avait monté sa propre petite agence et commençait à se faire un nom. Je l'ai appelé moi-même. Ce fut la conversation la plus difficile. Il était encore marqué par l'histoire.
réticent à remuer le passé. Madame Dubois. Je vous remercie de votre appel. Mais cette affaire est derrière moi. J'ai tourné la page. Je ne veux plus jamais avoir affaire à Chloé Lambert. Je comprends parfaitement. Monsieur Roussel? Ai-je dit. Je ne vous demande pas de venir pour l'accuser. Je vous demande de venir pour qu'on vous rende justice. Même si ce n'est que symboliquement. Chloé essaie de convaincre mon fils d'investir tout son héritage dans un projet de ce même promoteur. Valton. Elle continue ses manigances. Votre simple présence, votre réussite actuelle, serait la plus belle des réponses à sa trahison. Venez en tant qu'invité d'honneur, en tant qu'exemple de talent et d'intégrité. Il y a eu un long silence. Puis il a soupiré. Très bien. Madame Dubois. Pour vous. Et un peu pour moi aussi. J'y serai. La liste était complète. J'ai ajouté quelques amis de la famille. Des visages familiers et neutres. Pour que la soirée ne ressemble pas à un tribunal. J'ai même invité quelques contacts professionnels que Chloé avait mentionnés. Des gens qu'elle essayait d'impressionner. Le décor était planté. Quand j'ai parlé de cette grande réception à Thomas et Chloé, sa réaction a été exactement celle que j'attendais. Une fête? Mais c'est une idée merveilleuse. Elisabeth. S'est-elle exclamée. C'est l'occasion parfaite pour célébrer notre projet et pour que je rencontre enfin tout votre cercle d'amis. Elle voyait cette soirée comme son couronnement. La dernière étape de sa conquête. Elle allait être officiellement adoubée comme la nouvelle maîtresse de la famille Dubois. La femme qui tenait les rênes de l'avenir. L'arrogance est le meilleur des somnifères pour la méfiance. Elle ne se doutait de rien. Les semaines qui ont précédé la fête ont été étranges. Je vivais une double vie. D'un côté, j'étais Elisabeth, la future grand-mère organisant une jolie fête de famille, choisissant le traiteur, les fleurs, la musique. De l'autre, j'étais une générale préparant son plan d'attaque, confirmant la présence de chaque témoin, révisant mentalement le déroulement de la soirée. Je passais des heures au téléphone avec Martine, qui m'aidait à tout orchestrer. L'important, me répétait-elle, c'est que rien ne doit avoir l'air calculé. Tout doit sembler fortuit. Des conversations qui naissent au hasard. Des rencontres inattendues. Nous avons imaginé la soirée comme une pièce de théâtre en 3 actes. Le premier acte serait l'accueil, l'ambiance festive, où Chloé serait le centre de l'attention. Le deuxième acte serait une série de petites scènes indépendantes, de conversations apparemment anodines qui sèmeraient le doute dans l'esprit de Thomas. Le troisième acte serait le coup de grâce, le moment où tous les fils se rejoindraient. Pendant ce temps, Chloé était sur un nuage. Elle avait convaincu Thomas de signer les documents préliminaires de l'investissement. L'argent n'était pas encore transféré, mais l'engagement était pris. Elle parlait déjà de la couleur des murs de leur future villa. Elle m'a même demandé, avec un culot monstre, si elle pouvait emprunter un collier de saphir de ma mère pour la soirée. Pour honorer la famille, a-t-elle dit. J'ai accepté en souriant. Bien sûr. Ma chère. Il te ira à ravir. La veille de la fête, le doute m'a envahi. J'étais assise seule dans mon salon, regardant la place vide où Thomas s'asseyait quand il était enfant. Et si je me trompais? Et si mon plan échouait? Je risquais de perdre mon fils pour toujours. Je n'allais pas seulement exposer Chloé. J'allais humilier Thomas. Lui montrer qu'il avait été aveugle. Manipulé pendant plus d'1 an. La blessure narcissique serait immense. Pourrait-il me le pardonner? J'ai failli tout annuler.
J'ai pris mon téléphone pour appeler Thomas et inventer une excuse. Une maladie soudaine. Puis mon regard s'est posé sur le portrait de Jean. Posé sur le piano. Il avait ce regard droit. Honnête. Qui ne flanchait jamais. Et j'ai entendu sa voix dans ma tête. Comme s'il était là. Fais ce qui est juste. Elisabeth. Pas ce qui est facile. J'ai reposé le téléphone. La peur était toujours là. Mais la détermination était revenue. Je ne faisais pas ça contre Thomas. Je faisais ça pour lui. Pour le sauver de lui-même. Et d'elle. Je me devais. À lui et à la mémoire de Jean. De mener ce combat jusqu'au bout. Le lendemain. Le jour de la fête. Je me suis réveillée avec une étrange sérénité. J'ai choisi ma robe. Une tenue simple mais élégante. J'ai arrangé les fleurs. J'ai supervisé le traiteur. Quand la sonnette a retenti pour la première fois. J'étais prête. Le rideau pouvait se lever. Les premiers invités sont arrivés. Remplissant l'appartement de rires et de conversations animées. J'ai joué mon rôle d'hôtesse à la perfection. Allant d'un groupe à l'autre. Un sourire chaleureux sur les lèvres. À l'intérieur. Mon cœur battait comme un tambour. Mais je savais que mon visage ne trahissait rien. J'étais une mer calme au-dessus d'une tempête sous-marine. Thomas et Chloé sont arrivés vers 20h. Elle était spectaculaire. Elle portait une robe noire. Longue et fendue. Qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Le collier de saphir de ma mère brillait à son cou. Comme un trophée. Elle rayonnait de confiance. Elle tenait le bras de Thomas. Non pas comme une compagne. Mais comme une propriétaire. Thomas. Lui. Semblait un peu tendu. Presque intimidé par l'assurance de sa fiancée et par la foule d'amis de la famille qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Chloé s'est immédiatement lancée dans son opération de séduction. Elle a charmé mes vieux amis. Complimenté les femmes sur leur tenue. Discuté affaires avec les hommes. Elle était brillante. Spirituelle. Captivante. En la regardant, j'ai compris comment Thomas avait pu tomber si complètement sous son charme. Elle était une illusionniste de grand talent. Le premier acte de ma pièce s'est déroulé comme prévu. J'ai laissé Chloé être le soleil au centre de notre petite galaxie. Je l'ai présentée à tout le monde, la couvrant de louanges. Voici Chloé. La femme merveilleuse qui rend mon fils si heureux. Une femme de tête. Une femme d'avenir. Elle buvait mes paroles. Ivre de son propre succès. Le deuxième acte a commencé discrètement. Dans un coin du salon. J'ai vu Colette. Mon amie au courant de l'affaire de Strasbourg. Engager la conversation avec un petit groupe où se trouvait Chloé. J'ai observé de loin. Colette parlait de ses projets de vacances. Point et ma fille Manon m'a encore vanté les mérites de son spa à Strasbourg. Apparemment, c'est le lieu de rendez-vous de toutes les Parisiennes en vogue. Elle me dit que c'est complet tous les week-ends. D'ailleurs, Chloé, vous qui travaillez dans le luxe, vous devez connaître, n'est-ce pas? J'ai vu le sourire de Chloé se figer une microseconde. Thomas, qui était à côté, n'a rien remarqué. Strasbourg? Oh oui. Bien sûr. A-t-elle répondu? Un peu trop vite. C'est une ville très dynamique pour les affaires. J'y étais pour un séminaire il y a quelques mois. Très intense. Je n'ai pas eu une minute pour visiter. Oh. Quel dommage. A dit Colette avec une parfaite innocence. Vous avez raté quelque chose. Manon dit que le massage aux pierres chaudes est divin. La première graine de doute était plantée. Ce n'était rien. Juste une petite incohérence.
Mais je savais que l'esprit de Thomas, même inconsciemment, l'avait enregistré. Pendant ce temps, dans le bureau, mon mari urbaniste discutait avec Thomas. Je les avais laissés seuls à dessein. J'ai vu, depuis le couloir, mon ami montrer à Thomas des articles sur sa tablette. Je savais de quoi il parlait, de la fragilité du marché immobilier, des promoteurs véreux, des projets qui semblaient trop beaux pour être vrais. Thomas hochait la tête, l'air intéressé mais toujours confiant. Il était encore sous l'emprise du discours de Chloé. Mais une deuxième graine venait d'être semée. Le moment le plus intense est arrivé avec l'entrée de Mathieu Roussel. Je l'avais fait arriver un peu plus tard que les autres. Je suis allé l'accueillir moi-même à la porte. Il était élégant, avec une assurance tranquille que je ne lui connaissais pas. Le succès lui avait donné de l'aplomb. Je l'ai guidé vers le groupe principal où Chloé discutait avec des partenaires commerciaux qu'elle voulait impressionner. Chloé. Ma chère. Je voudrais te présenter quelqu'un, ai-je dit d'une voix claire et forte, attirant l'attention de tout le groupe. Voici Mathieu Roussel, un jeune architecte et designer incroyablement talentueux d'Annecy. Il fait des choses magnifiques. Mathieu. Voici Chloé Lambert, la fiancée de mon fils. Le visage de Chloé est devenu livide. Toute couleur a quitté ses joues. Elle a eu un mouvement de recul imperceptible. Comme si elle avait vu un fantôme. Pendant une seconde, le masque est tombé. J'ai vu la panique pure dans ses yeux. Thomas, à côté d'elle, a froncé les sourcils, sentant l'étrange tension. Mathieu, lui, était d'un calme olympien. Il a tendu la main à Chloé. Lambert. Ce nom me dit quelque chose, a-t-il dit avec un léger sourire ironique, reprenant presque mot pour mot la phrase de Maître Leclerc. Nous avons travaillé ensemble? Il y a bien longtemps? Non. Chez Horizon Consulting. Chloé a mis un temps infini à reprendre contenance. Elle a fini par lui serrer la main. Ses doigts devaient être glacés. Roussel. Oui. Je crois me souvenir. A-t-elle balbutié. C'est une surprise de vous voir ici. Le monde est petit, a répondu Mathieu. Puis, se tournant vers les autres, il a ajouté, Chloé et moi avons collaboré sur un projet passionnant à l'époque. Pour le groupe Valton. C'est moi qui avais développé tout le concept créatif. Chloé était très douée pour la présentation finale. Chaque mot était choisi. Il ne l'accusait de rien. Il se contentait de rétablir la vérité. Poliment. Mais avec une précision chirurgicale. Les partenaires commerciaux ont regardé Chloé avec un intérêt nouveau. Légèrement suspicieux. Thomas. Lui. Regardait alternativement Mathieu et Chloé. Essayant de comprendre la signification de cet échange glacial. Il pouvait sentir l'histoire non dite. Le conflit sous-jacent. La troisième graine, la plus grosse, venait de germer. Le coup de grâce financier a été porté par Monsieur Bernard. Plus tard dans la soirée, il a pris Thomas à part, près de la cheminée. Je me suis approché discrètement, feignant de chercher un verre. Thomas, mon garçon, a commencé le vieil homme d'une voix paternelle. Elisabeth m'a parlé de votre projet d'investissement. Je me suis permis, par devoir envers la mémoire de votre père, de regarder cela de plus près. Il a sorti un document de sa poche. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails techniques. Pour faire simple, le groupe Valton est insolvable. Ils n'ont plus de trésorerie. Ce projet est leur dernière tentative pour éviter la faillite. Si vous investissez,
Votre argent servira à payer leurs dettes? Et vous ne reverrez jamais un seul centime. La villa ne sera jamais construite. C'est, pour le dire poliment, une escroquerie. Thomas a blêmi. Il a pris le document des mains de Monsieur Bernard. Ses mains tremblaient. Il lisait les chiffres, les bilans, les rapports. La vérité était là. Noir sur blanc. Impossible à nier. Mais Chloé a tout vérifié. A-t-il murmuré? Plus pour lui-même que pour Monsieur Bernard. Elle m'a dit que c'était solide. Peut-être ces informations n'étaient-elles pas à jour? A répondu Monsieur Bernard avec une diplomatie parfaite. L'important, c'est que vous le sachiez maintenant, avant de signer le chèque. J'ai vu le monde de mon fils s'effondrer. Tous les doutes semés au cours de la soirée, la conversation sur Strasbourg, l'étrange rencontre avec Mathieu. Les avertissements de l'urbaniste se sont cristallisés autour de cette révélation financière brutale. Ce n'était plus une question d'opinion ou de jalousie. C'était une question de fait. Il a levé les yeux et a cherché Chloé du regard. Elle était de l'autre côté de la pièce, riant avec un groupe d'invités. Le collier de ma mère brillant de mille feux. Mais pour la première fois, Thomas ne la voyait plus comme une déesse. Il la voyait comme une étrangère. Une étrangère qui lui avait menti. Le point culminant de la soirée approchait. Il était temps de porter le coup final. Celui qui ne laisserait aucune place à l'interprétation. Aucune possibilité de fuite. Il était temps de projeter le film. J'ai tapé doucement dans un verre avec une petite cuillère. Le brouhaha s'est calmé. Tous les regards se sont tournés vers moi. Mes chers amis. Merci d'être là. Ai-je commencé? Ce soir, nous célébrons le passé. La mémoire de mon cher mari. Jean. Mais nous célébrons aussi l'avenir. Les fiançailles de mon fils Thomas avec la charmante Chloé. Et leur merveilleux projet de vie. Pour honorer tout cela, j'ai préparé une petite surprise. Un court montage de quelques photos de famille. Pour nous souvenir d'où nous venons. Avant de regarder où nous allons. J'ai fait un signe à Martine, qui se tenait près du projecteur que nous avions discrètement installé. Les lumières se sont tamisées. Le visage de Chloé arborait un sourire indulgent. Celui qu'on réserve aux lubies sentimentales des vieilles dames. Elle pensait que j'allais montrer quelques vieilles photos jaunies. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. L'écran blanc accroché au mur s'est illuminé. Le silence s'est fait dans le salon. Un silence empreint de curiosité et d'une pointe de solennité. La première image est apparue, accompagnée par les notes douces d'une sonate de Chopin au piano. C'était une photo de Jean et moi. Le jour de notre mariage. Il y a 40 ans. Nous étions si jeunes. Maladroits et follement amoureux. Un murmure attendri a parcouru l'assemblée. J'observais les visages dans la pénombre. Thomas avait les larmes aux yeux. Submergé par l'émotion. Chloé. À côté de lui. Affichait un sourire de circonstance. Un peu figé. Pour elle. Ce n'était qu'un prologue ennuyeux avant que la soirée ne reprenne son cours. Les images ont défilé. Retraçant une vie. La naissance de Thomas. Ses premiers pas. Nos vacances en famille. Des photos que Chloé croyait détruites à jamais. Je pouvais sentir son malaise grandir. Comment ces images pouvaient-elles exister? Son sourire a commencé à s'effacer. Remplacé par une expression d'incompréhension. Elle a jeté un regard rapide dans ma direction. Mais je feignais d'être absorbé par la projection. Le montage a continué. Montrant Jean au fil des ans. Son visage passant de la jeunesse à la maturité. Toujours avec ce même regard bienveillant. La musique est devenue plus poignante.
Les dernières images le montraient déjà affaibli par la maladie. Mais toujours souriant. Entouré de l'amour des siens. La dernière photo était un portrait de lui. Magnifique. En noir et blanc. L'image s'est figée sur son visage. Puis, ma voix, enregistrée, s'est élevée dans le silence. Jean, mon mari, était l'homme le plus honnête que j'ai jamais connu. Il a bâti sa vie et notre famille sur une valeur fondamentale, l'intégrité. Il disait toujours que l'on peut tout reconstruire. Une maison, une carrière, une fortune. Mais qu'une fois la confiance brisée, une fois l'honneur perdu, il ne reste rien. L'écran est devenu noir. La musique s'est arrêtée. Les lumières se sont rallumées doucement. L'émotion était palpable dans la pièce. Ma voix a repris, mais cette fois en direct. J'étais debout, près de l'écran. Je ne regardais que mon fils. C'est cet héritage, l'héritage de l'intégrité, que je voulais célébrer ce soir. Et c'est cet héritage que j'espère voir mon fils chérir plus que tout. Plus qu'une maison, plus qu'un investissement, plus que n'importe quelle promesse d'avenir. Mes mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Chaque personne dans la pièce qui connaissait une parcelle de la vérité comprenait le double message. Thomas, lui, était pétrifié. Il a enfin tourné la tête vers Chloé. Il ne la regardait plus avec amour, mais avec une interrogation froide et désespérée. Il voyait enfin la juxtaposition brutale entre le monde de valeurs de ses parents et celui trouble que Chloé lui avait construit. Et c'est là que Chloé a commis sa dernière et fatale erreur. Poussée à bout, voyant son monde s'effondrer, elle n'a pas choisi la contrition ou le silence. Elle a choisi l'attaque. C'est une mise en scène? A-t-elle sifflé? Sa voix tremblant de rage. C'est un complot. Depuis le début. Elle ne m'a jamais accepté. Elle a monté tous ses vieux amis contre moi pour nous séparer. Thomas. Tu ne vois pas? Elle est possessive. Elle est jalouse. Elle ne supporte pas que tu sois heureux sans elle. Son explosion de colère, dans l'atmosphère digne et émouvante de la soirée, a eu l'effet d'une fausse note stridente dans une symphonie. C'était vulgaire. Déplacé. Les invités la regardaient avec un mélange de stupeur et de gêne. Elle s'est tournée vers Thomas, cherchant son soutien. Dis-leur. Mon amour. Dis-leur à quel point elle nous a rendu la vie difficile. Mais Thomas ne la regardait plus. Il regardait Mathieu Roussel, qui se tenait tranquillement près de la fenêtre. Il regardait Monsieur Bernard, qui hochait tristement la tête. Il regardait le visage innocent de Colette. Il regardait les photos de son père, de son enfance. Des souvenirs qu'on lui avait dit perdus. Toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées dans son esprit avec une clarté douloureuse. Le projet Valton. Chloé. A-t-il dit. Sa voix blanche. À peine audible. Tu savais? Tu savais que c'était une escroquerie? Non. Bien sûr que non. A-t-elle menti? Mais son regard fuyant la trahissait. C'est Monsieur Bernard qui se trompe? C'est un vieil homme. Il ne comprend rien aux affaires modernes. Et Mathieu? A continué Thomas. Sa voix gagnant en force. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Chez Horizon Consulting? Rien. C'est un ancien collègue jaloux de ma réussite. Il invente des histoires. Et les photos? A-t-il demandé. Le ton devenant glacial. Comment se fait-il que maman ait encore ces photos? Si le disque dur a grillé? Chloé était piégée.
Chaque mensonge était exposé. Chaque échappatoire fermé. Elle était nue sous les regards de tous. Dépouillée de son charme. De son intelligence. De sa sophistication. Il ne restait plus qu'une femme en colère. Effrayée et laide dans sa fureur. Elle a fait une dernière tentative désespérée. Elle a essayé de jouer la carte de la pitié. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Thomas. Ils t'ont retourné le cerveau. C'est moi. Ta Chloé. Je t'aime. Tout ce que j'ai fait. C'était pour nous. Pour notre avenir. Mais la magie était rompue. Thomas la regardait comme s'il voyait un monstre. Il a lentement défait sa main de son bras. Puis, il a fait une chose simple, mais terriblement symbolique. Il a tendu la main vers son cou et a délicatement détaché le fermoir du collier de saphir. Il a tenu le bijou dans sa paume pendant un instant, avant de le tendre vers moi. Je crois que ceci t'appartient, maman. Ce fut la fin. Chloé a compris qu'elle avait perdu. Elle a jeté un regard de haine pure dans ma direction. Puis, sans un mot de plus, elle a attrapé son sac à main, a tourné les talons et a quitté l'appartement, traversant la foule silencieuse qui s'écartait sur son passage comme les eaux de la mer Rouge. La porte d'entrée s'est refermée derrière elle dans un claquement sec. Le silence qui a suivi était profond, presque assourdissant. Personne ne bougeait. Tous les yeux étaient fixés sur Thomas, qui se tenait au milieu de la pièce, pâle et chancelant, comme un soldat après une terrible bataille. Lentement, les invités ont compris que la soirée était terminée. Discrètement, par petits groupes, ils sont venus me saluer, me serrer la main, me glisser un mot de soutien à l'oreille. Maître Leclerc m'a simplement dit « Bien joué, Elisabeth ». Jean aurait été fier. Martine m'a serré dans ses bras. On a gagné ? A-t-elle murmuré. Bientôt. Il ne restait plus que nous trois dans le salon, Thomas, Martine et moi. Mon fils était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il ne pleurait pas. Il semblait simplement vide. Martine s'est approchée de moi. Je vais vous laisser. Appelle-moi demain. Je l'ai remerciée d'un hochement de tête. Elle est partie, nous laissant seuls avec les débris de notre vie. Je me suis assise à côté de Thomas. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Je ne lui ai pas dit « je te l'avais bien dit ». Je n'ai montré aucune trace de triomphe. Ma victoire avait un goût amer. Le goût du chagrin de mon fils. Après un long moment, il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant ?» a-t-il demandé. Sa voix rauque. Pourquoi toute cette mise en scène ? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Ai-je répondu doucement. Elle t'avait convaincu que j'étais une vieille femme jalouse et confuse. Si je t'avais attaqué Chloé de front, tu l'aurais défendue. Tu devais voir la vérité par toi-même. Tu devais l'entendre de la bouche d'autres personnes. Tu devais connecter les points tout seul. Il a secoué la tête. Un rire sans joie s'échappant de ses lèvres. J'ai été tellement aveugle. Tellement stupide. Tu n'as pas été stupide ? Thomas. Lui ai-je dit. En posant ma main sur son épaule. Tu as été amoureux. Tu as voulu y croire. C'est humain. Il est resté silencieux. Le chemin de la reconstruction serait long. Il devait faire le deuil non seulement d'une relation, mais aussi de l'image qu'il avait de lui-même. Il devait réapprendre à se faire confiance. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, mon fils a dormi chez moi, dans sa chambre d'enfant. Je l'ai bordé comme quand il était petit.
En le regardant dormir, le visage enfin apaisé, j'ai su que malgré la douleur, j'avais fait ce qu'il fallait. La toile silencieuse avait rempli sa mission. Elle avait capturé le prédateur et libéré sa proie. Maintenant, il fallait panser les blessures. Les jours qui ont suivi la fête ont été étranges. Suspendus dans un temps cotonneux. L'appartement, débarrassé des vestiges de la réception, a retrouvé son calme habituel. Mais ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence de la convalescence. Thomas était toujours là. Il avait posé quelques jours de congé, prétextant une grippe. En réalité, il n'avait nulle part où aller. Leur appartement de Confluence, autrefois un symbole de réussite moderne, était devenu un territoire hostile, rempli des fantômes de ses mensonges. Il ne parlait pas beaucoup. Il passait des heures dans le salon, à feuilleter de vieux livres d'art ou à regarder par la fenêtre la vie lyonnaise suivre son cours. Comme si rien ne s'était passé. Je ne le brusquais pas. Je lui préparais ses plats préférés. Ses recettes simples de son enfance qui avaient le goût du réconfort. Je le laissais venir à moi. La première vraie conversation a eu lieu 3 jours plus tard. J'étais dans la cuisine, en train de préparer une tarte aux pommes. L'odeur de cannelle et de beurre chaud emplissait la pièce. Il est entré et s'est appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés. Elle m'a envoyé un message, a-t-il dit sans préambule. Mon cœur a manqué un battement, mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai continué à disposer mes tranches de pommes en rosace sur la pâte. Ah oui. Des insultes. Et des menaces. Elle dit qu'elle va ruiner ma réputation. Que je vais le payer très cher. Il a eu un petit rire amer. C'est drôle. Finalement. Quand elle n'a plus rien à gagner, le masque tombe. Et ce qu'il y a dessous. Ce n'est pas beau à voir. Ce n'est plus ton problème. Thomas. Ai-je dit doucement. Il a secoué la tête. Si. C'est mon problème. C'est moi qui l'ai laissé entrer. C'est moi qui ai laissé faire tout ça. Je t'ai tourné le dos. Maman. J'ai été odieux avec toi. J'ai cru à ces mensonges sur toi. J'ai failli te croire. Sénile. Le mot, prononcé à voix haute, était d'une violence inouïe. J'ai posé mon couteau. Je me suis retournée et je l'ai regardé. Ses yeux étaient emplis d'une honte profonde. Je te demande pardon? A-t-il murmuré. La voix brisée. Je me suis approchée de lui et je l'ai pris dans mes bras. Il était si grand. Si solide. Mais en cet instant, il n'était que le petit garçon qui avait besoin de sa mère. Il a enfoui son visage dans mon épaulé. Pour la première fois. Il a pleuré. Des larmes de rage. De regret. De soulagement. Je l'ai laissé pleurer. Caressant doucement son dos. Jusqu'à ce que les sanglots s'apaisent. Il n'y a rien à pardonner? Ai-je dit. Rien. La guérison a commencé ce jour-là. Ce ne fut pas un processus linéaire. Il y avait des jours où il était en colère contre elle. D'autres où il était en colère contre lui-même. Il a dû gérer les aspects pratiques de la rupture, vider l'appartement, partager les biens, couper les ponts financiers. Chaque étape était une épreuve, une confrontation avec la réalité de sa propre crédulité. Julien, son vieil ami, est revenu dans sa vie. Il a été formidable. Il n'a posé aucune question, n'a fait aucun reproche. Il a simplement été là. L'entraînant voir un match de foot, partageant une bière en silence, lui rappelant qui il était avant Chloé. Lentement,
J'ai vu mon fils retrouver ses repères, ses anciennes passions, son ancien sourire. Un soir, quelques semaines plus tard, nous étions assis tous les deux dans le salon. Il tenait dans ses mains l'une des clés USB contenant les photos de famille que j'avais sauvées. « Comment tu as su ?» a-t-il demandé. « Pour les photos. Comment as-tu pu anticiper qu'elle ferait une chose pareille ?» J'ai souri. Je ne l'ai pas anticipé. Je ne la croyais pas capable d'aller si loin. C'était juste une précaution. Ta grand-mère disait toujours, il faut espérer le meilleur, mais se préparer au pire. J'ai toujours vécu selon ce principe. Il a hoché la tête, pensif. Et le reste? Tout ce réseau. Martine. Monsieur Bernard. Tes amis. C'était impressionnant. C'est comme si tu avais une armée secrète. Ce n'est pas une armée. Mon chéri. Ce sont des amis. C'est la toile que l'on tisse tout au long d'une vie. Avec de la confiance, de la loyauté et de l'affection. C'est la chose la plus précieuse au monde. Bien plus précieuse qu'une villa près de Paris. Nous sommes restés silencieux un moment. Comprenant que nous parlions de la même chose, le véritable héritage. Celui qui ne se trouve pas dans un compte en banque, mais dans les liens que l'on noue. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sur cette note de guérison et de réconciliation. Mais il y eut un dernier acte. Un épilogue inattendu. Environ 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier, pliée en 4. L'écriture était nerveuse, presque illisible. J'ai mis du temps à comprendre qui écrivait. C'était Mathieu Roussel. Il me racontait qu'il avait été contacté par un journaliste d'investigation. Le groupe Valton avait finalement fait faillite. De manière spectaculaire, laissant des dizaines d'investisseurs ruinés. Le scandale était énorme. Le journaliste, en creusant, avait découvert l'ancienne connexion entre Valton et Chloé Lambert. Il avait retrouvé Mathieu, puis d'autres anciens employés d'Horizon Consulting. L'histoire du projet volé, de la transaction secrète, de l'escroquerie. Tout était en train de remonter à la surface. Chloé était au centre d'une enquête judiciaire. La lettre de Mathieu se terminait par ces mots, « Je voulais vous remercier. Elisabeth. Ce soir-là. Chez vous. Vous ne m'avez pas seulement offert une revanche. Vous m'avez redonné la force de témoigner. La justice est lente. Mais parfois, elle finit par arriver. Je n'ai pas montré cette lettre à Thomas. Il n'avait pas besoin de savoir. Son combat était terminé. Il avait recommencé à travailler avec une nouvelle énergie. Une nouvelle maturité. Il avait vendu l'appartement de Confluence et s'était installé dans un quartier plus calme. Plus authentique. Il ne parlait plus de Chloé. Elle appartenait à une autre vie. L'histoire se termine ici. Dans mon salon lyonnais. Baigné par la lumière dorée de la fin d'après-midi. Je regarde par la fenêtre les péniches qui glissent lentement sur la Saône. La vie a repris son cours. Paisible. Immuable. Mon fils est sauvé. Notre relation est plus forte que jamais. Je n'ai pas gagné une guerre contre ma belle-fille. J'ai simplement protégé mon fils. Avec les seules armes que je possédais, la patience, l'observation, et un réseau tissé de fils invisibles mais indestructibles. Une toile silencieuse, qui attendait son heure. Parfois, la plus grande force ne réside pas dans le bruit et la fureur, mais dans le calme, la stratégie, et l'amour inconditionnel d'une mère. Et ça, aucune manipulatrice au monde ne pourra jamais le détruire.